Un proverbe africain dit ceci, c'est en essayant encore et encore que le sage apprend à bondir. Oui, si vous décidez d'entreprendre, vous allez essayer plusieurs fois, peut-être trébucher, tomber. Ce n'est pas grave, mais il faut se relever. C'est ce qui est important et je vous souhaite de méditer tout au long de cette journée sur ce proverbe africain. N'oubliez pas qu'il faut toujours apprendre à aller au plus loin. Même si vous tombez, ce n'est pas grave, il faut se relever et avancer dans vos différentes entreprises. Bonjour à tous, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso. Nous sommes ravis d'être avec vous une fois de plus pour l'émission Bonjour le Faso et nous sommes installés confortablement au niveau de la place de la nation de Ouagadougou pour la rubrique à la découverte 2 puisque nous y sommes installés depuis lundi pour vous parler de l'histoire de cette place de la nation qui est passée de place d'Arboussier à place du 3 janvier, ensuite à place de la Révolution. Aujourd'hui, le nom officiel, c'est place de la nation. Et aujourd'hui, nous allons vous proposer d'écouter Mousbila Sankara de nouveau, qui était, il faut le rappeler, ambassadeur du Burkina en Libye sous la Révolution. Il va revenir sur l'histoire donc de cette place dans la rubrique à la découverte 2. La revue de presse est présentée aujourd'hui par Rachid Assad Zongo, que nous allons retrouver tout à l'heure. Notre invité du jour est l'honorable Roland Bayala, puisque oui, il est maintenant député à l'ALT, l'Assemblée législative de la transition. Il faut rappeler qu'il est par ailleurs coordonnateur de la COPABF. La COPABF qui est la coalition des patriotes africains du Burkina Faso. Nous le recevons aujourd'hui pour parler de l'actualité. Et dans la deuxième partie de cette émission, vous aurez la chronique du jour. Il s'agit notamment de la chronique Questions de droit avec Olivier Kabouré. Nous nous intéressons au thème suivant, coups et blessures volontaires. Nous allons aborder ce thème dans Questions de droit. Merci de nous suivre, merci de nous renouveler votre fidélité. L'aventure débute tout de suite et maintenant au niveau de la place de la nation. Il faut noter que le nom officiel de cette place reste Place de la Nation. Même si justement pour certains qui sont nostalgiques du temps de la Révolution, pour eux, ça sera toujours place de la Révolution. C'est le cas donc de notre interviewé du jour. Lui, il se dit qu'il préfère l'appellation place de la Révolution parce qu'il a vécu les temps forts de la Révolution. Il s'agit notamment de Mousbila Sankara. Il faut rappeler qu'il était ambassadeur du Burkina en Libye sous la Révolution. Et bien sûr, il a assisté à assez d'événements qui se sont passés au niveau de la place de la nation actuelle qui était place de la Révolution, sous la Révolution bien sûr. Nous allons vous inviter à écouter la suite de son témoignage et on revient pour la suite. Cette place publique-là, de l'emprise de l'armée qui pour nous était caractérisée, était considérée comme une armée coloniale. Donc on retire la place là et il avait été question de l'appeler place de Nabokoutou. Ça a circulé. Bon, mais en définitive, c'est place de la Révolution là qui a été tenue, on va retenir. Donc c'était pour marquer une certaine prise de possession de ces places-là, parce qu'il y avait des dominations des rues qui ne disaient rien au commun. Sauf si tu vas à la voirie chez le maire, on va te dire que voilà, ça c'est l'avenue Paul Hall. Paul Hall c'était un administrateur ceci, l'avenue générale quoi. Bon. Donc ça, la plupart des élus ont été débaptisés. Tout comme la place d'armes, là où les militaires faisaient la prise d'armes pour leur manifestation, on a nommé ça place de la Révolution. Et sous la Révolution, quels sont les différents types d'activités qui se faisaient sur place là-bas? Il y avait des meetings, les festivités genre foires et autres, mais c'est pas il n'y avait pas un seul événement officiel qui y fut attaché. Chacun pouvait faire la demande et puis aller faire ce qu'il voulait, sa foire ou sa manifestation autre culturelle, quoi. Sinon, il n'y a pas de relation entre culturelle comme ça avec la Révolution, là, non. Mais néanmoins, les gens ont gardé ça. Les gens ont gardé ça parce que tout ce qui a été décidé et qui était en rapport avec la Révolution ou le peuple, le terme révolution, le terme populaire ou bien démocratie et tout là, les gens disaient que c'était pour eux. Parce que c'était pour eux une manière de sortir
de l'ancien carcan. Je suis venu à Ouagadougou en 60. Et le marché était déjà là où il est. Mais en dehors du grand bâtiment là, aussi à l'emplacement là, il y avait un hangar en dalle. Et tout le reste, c'était des hangars avec des tôles. Et notre grand-père, Motba, qui a été tué aussi pour s'être mêlé de la gestion là, avait son kamang, c'est-à-dire son champ de proximité, là où se trouverait actuellement Air Afrique. Voilà, Air Afrique. Et au milieu des gens de Bilbao et de Willem Diaz-Joly, c'est Guéwari. Particulièrement, il logeait aussi, c'est-à-dire au sud de Motba. Motba était entre. Il y a un Malien ou un Sénégalais qui était venu après, du nom de Bara, et qui était aussi installé dans la zone là-bas. On n'a pas comme c'est pas loti, c'est des instructions comme ça. Donc les gens arrivaient, ils passaient soit au Grand Bilbao, si c'est des notables, parce que quelqu'un simple, Mousbilé, ne peut pas aller sur le ballon pour le voir, non. Ça c'était les notables, les combés et autres là. Et ils avaient ça. Maintenant, les citoyens ordinaires là, et ils pouvaient aller à Bilbambili, c'est Nebiga Yemdaoro, qui avait aussi la possibilité d'échanger avec le Balamna Kassenga pour voir à quel moment on peut introduire telle ou telle personne. Sous Thomas, les plus grands discours ont été prononcés en public. C'était à la place de la Révolution, la première fois où ils voulaient présenter leur programme au peuple. Quand ils sont venus, mais c'était avant 84. C'était en 83, juste après le CSP là. Quand ils sont arrivés avec la CSP, il y a eu un meeting là-bas où il a défini le peuple là. Là où il a dit que le peuple est concret, tout ça là, voilà. Ça a eu lieu là-bas. Mais après, bon, c'était à des événements qui étaient localisés dans d'autres régions ou communes. Et puis, chaque place pouvait être utilisée comme un point d'expression. Mais très souvent, c'était à la radio. Les jugements, c'était généralement à Ouagadougou, c'était la maison du peuple. Quand la révolution est venue, on avait trouvé le marché, pas seulement exécuté, parce qu'on n'a pas pu l'agrandir, mais mal structuré. Et il fallait reconstruire le marché. Les gens, d'aucuns disaient qu'il faut ramener les commerçants à la place de la Révolution, du l'ancien marché, pour pouvoir construire et les faire revenir parce que c'était pas loin. Bon, mais c'était pas, ça n'a pas été accepté parce que les camps militaires ils ne sont pas différents de ceux d'aujourd'hui. C'était pas sûr et on ne voulait pas que quelqu'un soit peut-être d'être venu au marché, certes à savoir ce qui se passe dans nos camps. Donc, ils ont localisé la route devant le jardin de Ouaga 2000, sur la route des Japonais, il y avait le nez de cône. Le nez de cône là, c'est-à-dire c'est la ligne assez plate, sans arbres et sans eau, qui termine les pistes d'atterrissage ou de décollage. Donc il y avait le nez de cône de la Ségana là-bas. C'était assez vaste. Donc comme c'était temporaire, ils ont pris le risque d'aller. Il fallait maintenant dégager les gens pour... Personne ne voulait y aller. Comment? Quitter le centre de la ville et puis aller loin, ce n'était vraiment pas ce que les commerçants souhaitaient. À l'instant, vous écoutiez le témoignage de Mousbila Sankara qui nous parlait de la place de la nation. Et il faut rappeler qu'il était ambassadeur de Burkina en Libye sous la Révolution et il nous relatait justement ce qu'il retient de cette place et des événements qui se sont passés au niveau de la place de la nation actuelle. Pour la suite, nous allons faire le tour des différents journaux pour découvrir l'actualité. C'est juste après ça. Nous
Nous sommes mercredi et c'est Rachid que nous accueillons aujourd'hui pour la revue de presse. Bonjour Rachid. Bonjour Abzeta, merci de me recevoir sur ton plateau et bonjour à ceux qui nous suivent. Ça se passe bien le carême? On fait aller du mieux que l'on peut avec une canicule également qui nous met à l'épreuve. Mais on espère que tant bien que mal, les choses vont bien se passer et qu'au finish, on profitera tous des grâces. Bien sûr. Alors Rachid, nous allons parcourir les différents journaux avec toi. Ça marche et pour, avec ta permission, démarrer, c'est le journal Le Quotidien qui nous entretient. À sa une, comme titre, promotion du dialogue social, prise de contact entre le Premier ministre et les organisations syndicales et le patronat. Jonas Yen, directeur des programmes de l'ONG Orcad, confie, je cite, « Si la situation sécuritaire ne s'améliore pas, d'autres mines pourraient fermer. » À lire à la page 6. Lutte contre le terrorisme, le MDVE exige la publication du rapport sur le drame d'Inata. L'article est à parcourir à la page 8. Et puis pour achever en titre, pour ce qui est de la une du journal Le Quotidien, transition au Burkina, les Nations Unies réaffirment leur disponibilité à accompagner le Burkina. Pour ce qui est de l'Observateur Palga du jour, ce journal à sa une traite intérêt civil procès Sankara, comment ça marche? Interrogation posée et je pense que ce matin, le procès justement qui se réouvre ou sous moins se poursuit pourra justement apporter réponse. Rencontre gouvernement et syndicats quand le PM anticipe sur les revendications des partenaires sociaux. Audit de l'ASELC, s'ils viennent dans nos bantoustans, nous lâchons nos chiens faméliques. À lire à la page 5. Et puis, ce qu'en pensent certains leaders d'opinion, toujours pour ce qui est de l'audit de l'ASELC, à lire à la page 3. Dans sa rubrique Carnet de santé, l'Observateur Palga traite les vertiges. Et c'est Dr Noé Zagré, qui est chirurgien en ORL, qui confie, je cite pour vous, « Ils peuvent révéler une atteinte de l'oreille ou du cerveau. » Voilà, il s'agit des vertiges. Et pour achever, l'Observateur Palga s'intéresse à l'actualité internationale à travers sa rubrique Regard, terrorisme au Bénin, maintenant que le fantôme est entré dans la maison. Article à parcourir à la page 5 de l'Observateur Palga du jour. Pour ce qui est du pays, le journal Le Pays, à sa une, on peut lire à la page 7 le titre « Siaka Koulibaly, politologue, à propos de la transition au Burkina, il confie, je cite, « Le défi principal est la refondation de l'État. » Voilà, c'est ce que pense Siaka Koulibaly à propos de la transition au Burkina. Fête de Pâques, le sens de la semaine sainte et ses explications, ou du moins ses implications pour la vie chrétienne, à lire à la page 11. Dialogue social, le Premier ministre Albert Ouedraogo rassure les syndicats. Le gouvernement est invité au respect de ses engagements. Des sujets à lire respectivement aux pages 2 et 4 du journal Le Pays du jour. Avec le même journal, dans sa rubrique Révélation, il est titré « Burkina, la licence de Coca-Cola retirée ». C'est à lire à la page 19. Et puis, Relations internationales, Pékin exhorte l'OTAN à cesser de diffuser des propos provocateurs. Article à lire à la page 20. Toujours avec le même journal, Mystère psychique et spirituel, ce qui limite la portée spirituelle et économique de nos aumônes. ActuFoot, c'est une rubrique du journal Le Pays. Égypte, Kéros, déjà remplacé au poste de sélectionneur. On poursuit avec Aujourd'hui au Faso. Aujourd'hui au Faso, dans ses titres, dialogue social. Le PM, pour parler du Premier ministre, prend langue avec les syndicats des travailleurs. Et puis, le quotidien des PDI, ce sont les personnes déplacées internes, à Ouaga, harassant et périlleux. C'est un sujet traité par le journal Aujourd'hui au Faso et à découvrir la page 7. Toujours avec le même journal, transition, les Nations Unies réaffirment leur disponibilité à accompagner le Burkina Faso. Indication géographique protégée, le chapeau de Saponé, désormais sur la short list. Burkina Faso, des femmes qui ont marqué la vie politique. Et pour achever, 5 soldats tués au Bénin, Talon doit endosser sa tunique suprême, ou du moins de chef suprême des armées. À lire à la page 5. C'était le dernier titre pour ce qui est Aujourd'hui au Faso. Après, nous poursuivons avec un hebdomadaire. C'est la lettre du Faso. La lettre du Faso a sa une titre. À propos des primes accordées aux militaires sur le théâtre d'opération, les autorités se contredisent par chiffres interposés. Enrichissement illicite et délit d'apparence, le CB, le commandant donc de brigade de gendarmerie de Pabré, dans le viseur de l'ASELC. D'importants investissements immobiliers, des transactions de plus de 30 millions de francs CFA effectuées par mois. Toujours pour ce qui est du même sujet. Et puis, avec la lettre du Faso, on apprend également à Ouagadougou 2 étudiants en médecine spécialisée
dans des avortements clandestins. Ils étaient au tribunal pour leur jugement. Retour du convoi de ravitaillement Djibo-Ouaga, un témoin raconte les péripéties du voyage. C'était les titres pour ce qui est de la lettre du Faso. On poursuit Abzeta avec un bimensuel. Le bimensuel se nomme Le Curieux d'Afrique. Le Curieux d'Afrique traite à sa une nomadisme politique au Burkina. Faut-il en rire ou en pleurer? Interrogation posée la page de vos entretiens à ce sujet. Vente de bois de chauffe à Ouaga. Les acteurs entre colère et galère. Belle rime. Et puis, Célestin Zungrana contre Rigobert Nassa. Verdict attendu mercredi. Toujours avec Le Curieux d'Afrique et pour achever, Hugues Kwasi, promoteur d'Abidjan Pakinou, y confie, je cite, « Nous avons choisi Savane Média comme partenaire en raison de son large champ de couverture. » Et nous poursuivons, on va dire, cette revue de presse, ou du moins lecture de la une de la presse, avec l'information en ligne. Et c'est le site www.lefaso.net qui nous entretient. Mois de Ramadan, la canicule et la flambée des prix compliquent le jeûne à coups de goût. Et puis, approvisionnement en eau potable de la ville de Ouagadougou, la ministre Maminata Traoré s'imprègne du système ZIGA. Campagne agricole 2022-2023 au Burkina, les engrais NPK et urée seront disponibles, foi du ministre de l'Agriculture, Innocent Kiba. Thomas, une intempérie fait des dégâts importants. Et pour achever, ministère des Infrastructures et du Désenclavement, le ministre Zungrana passe en revue les structures de son département. Abzeta, avec ton autorisation, on achève avec l'actualité hors de nos frontières, mais sur le continent. Et déjà, on apprend qu'au Mali, un hélicoptère des forces armées maliennes, donc les FAMA, aurait tiré sur une position des casques bleus dans la zone de Tessit. En Côte d'Ivoire, départ du sélectionneur Patrice Baumel après 2 ans. Au Togo, des organisations de la société civile exigent la libération des responsables du syndicat des enseignants du Togo qui ont été justement arrêtés. Au Bénin, 5 soldats tués dans une nouvelle attaque terroriste près de la frontière du Burkina. Au Sénégal, tollé après la mort d'une femme enceinte à l'hôpital. Au Nigeria, une attaque armée dans plusieurs villages fait plus de 100 morts dans le centre du pays. Au Cameroun, le pillage d'un camion accidenté suscite l'émotion dans le pays. En Centrafrique, on apprend que l'ancien porte-parole de la Seleka, Christian Djouma Narkoho, a été arrêté. En Afrique du Sud, pour achever, plus de 60 morts dans une inondation. Merci voilà ce à toi. que l'on pouvait avoir comme information. Pour les sites en ligne, l'actualité hors de nos frontières également pour la presse écrite. Azeta. Merci en tout cas pour ce tour donc, et pour ces différents titres. Et retour sur quelques sujets d'actualité. Pour commencer, nous débutons par cette rencontre du chef du gouvernement, Dr Albert Ouedraogo, qui a rencontré le monde syndical. Alors, qu'est-ce qu'on retient de cette rencontre? Merci bien Abzeta. On va dire que c'est pratiquement le sujet phare de la plupart des journaux que nous avons pu parcourir ce matin. Là-dessus, ce qu'il faut faire remarquer, c'est déjà une rencontre qui se veut être une première. C'est justement l'unité d'action syndicale, à travers justement son porte-parole, qui l'a confié. C'est une première qu'il y ait cette relance du dialogue social avec notamment les autorités, voilà, avec justement l'État. Et là-dessus, ce qu'il faut également préciser, c'est que cette rencontre-là avait déjà été annoncée par le Premier ministre lors de l'installation de l'ALT, donc l'Assemblée législative de transition, où il a confié qu'il avait en vue dans son planning, dans son agenda, de rencontrer bien sûr les acteurs du monde du travail, précisément les syndicats. Et hier justement, l'unité d'action syndicale a été justement rencontrée. Le patronat également était présent. Et naturellement, tout ce qui est également structure autonome non affiliée, on va dire à l'UAS, donc l'unité d'action syndicale, était aussi présent. Et ce qu'on a appris, c'est que les échanges, en tout cas, étaient dans une certaine sérénité, se sont faits, en tout cas, dans une certaine sérénité. Et ce qu'il faut retenir principalement, c'est que l'unité d'action syndicale a indiqué qu'elle attache du prix à, on va dire, un certain nombre d'aspects. Et en premier, c'est bien entendu la situation sécuritaire, avec pour revers, on va dire, un impact sur la situation économique, avec notamment la flambée des prix.
voilà, qui joue sur, on va dire, la poche du consommateur. Et à côté de cela, c'est le respect, on va dire, des libertés qui également constitue un point qui tient à cœur, on va dire, à l'unité de l'action syndicale. Ce qu'on a appris pour terminer, c'est que tout ce qui en tout cas est point qui peut aider le gouvernement pour atteindre ses objectifs, pour également respecter ou sinon permettre au gouvernement de répondre aux préoccupations du monde syndical, ce sera mentionné par écrit et ce sera justement adressé au gouvernement. Le gouvernement, pour sa part en tout cas, a dit être ouvert à toute proposition de la part justement des acteurs syndicaux pour qu'ils soient apportés des réponses efficientes et idoines, on va dire, à leurs préoccupations. Donc on attend de voir ce qui va être concrètement sur le terrain. Parce que les discours, c'est bon, mais mieux, c'est les actions. C'est une bonne stratégie, hein, le fait d'aller déjà vers les syndicats. Il ne faut pas attendre que ça chauffe et qu'ils commencent à parler avant de réagir. Ce n'est pas faux. Peut-être que c'est bien aussi cette approche-là. Ce n'est pas faux. On pourrait y voir une sorte d'anticipation dans la démarche. Ce n'est pas mauvais. Mais comme je dis, ce n'est pas la première fois qu'il y a du moins cette rencontre entre justement les acteurs syndicaux et les autorités gouvernementales. De par pratiquement tout ce qui a été gouvernement bien avant ce gouvernement-là, cela a été. Mais il y a bien nombre de points qui n'ont pas pu trouver, on va dire, de réponse. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on se rencontre encore pour en parler. Et si les mêmes points reviennent sur la table de discussion, je pense qu'on doit moins parler, on doit plus agir que parler. Et on a vu bien sûr le ministre en charge de la fonction publique à côté du Premier ministre. Seulement Bazier. On va dire quoi, l'ancien syndicat. L'ancien syndicat était aux côtés donc, de ses anciens camarades. Tout à fait. Rachid, on parle d'autre chose. Là, on parle de la campagne agricole 2022-2023 qui se prépare bien. Ça, c'est selon justement le département de l'agriculture. C'est bien cela. Et là-dessus, on pourrait être partagé entre, on va dire, optimisme et scepticisme. Je ne sais vraiment pas où il faut se placer. Parce que quand on nous dit que ça se passe bien, ou du moins ça se prépare bien, on pourrait dire oui, comme on pourrait dire non. On pourrait dire oui dans la mesure où, bien sûr, le département en charge justement de l'agriculture met les bouchées doubles pour que cette campagne 2022-2023 se passe bien pour les acteurs et les consommateurs. Maintenant, si on dit non, et cela c'est avec juste raison, parce que là-dessus, on pourrait se poser un certain nombre de questions. Avec la situation sécuritaire aujourd'hui très marquée, est-ce que le département a pu faire, on va dire, le point des terres cultivables? Voilà. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, nous savons quels sont les espaces cultivables qui peuvent justement servir pour pratiquer l'agriculture? Quand on sait que l'insécurité a vidé de nombreuses zones de leurs habitants, ces mêmes habitants-là étaient des agriculteurs, qu'est-ce qui concrètement est fait en termes de points? Je pense que ça doit pouvoir ressortir. On ne dit pas que rien n'est fait, mais tant qu'il n'y a pas de communication là-dessus, on reste justement dans l'interrogation. Qu'est-ce qui est fait comme point par rapport à cela? Ça, c'est un aspect. Autre chose est toujours en lien avec cela, c'est la situation même, on va dire, des agriculteurs. Je disais tantôt que des zones sont vidées et avec les habitants. On sait que la plupart justement de ces habitants-là, de ces zones-là, c'est en grande partie des agriculteurs. Et où ces habitants-là sont aujourd'hui, il n'est pas évident que ces personnes-là soient à mesure de pratiquer encore l'agriculture. Si tel est le cas, qu'est-ce qui est envisagé pour qu'ils puissent avoir des espaces cultivables? Je pense que là aussi, c'est une question à poser. Et en plus de cela, si cela doit être fait, il faut nécessairement trouver des moyens financiers, mais également, on va dire, des moyens matériels pour les accompagner. Il ne faudrait pas qu'on oublie que les agriculteurs, ce ne sont pas seulement les agrobusiness, c'est principalement les paysans. Bien sûr. Voilà. Donc là-dessus, il faudrait que la question soit densément mûrie au niveau du ministère de tutelle, donc le ministère de l'Agriculture. Autre aspect, et je pense que c'est ce qui constitue l'actualité, c'est la situation en matériel et en intrants. Pour ce qui est de l'intrant, il nous a été rassuré avec la sortie du ministre que ce sera livré à temps, pour ce qui est en tout cas des intrants. On espère que ce sera justement effectif. On attend de voir comment va se faire la répartition et si les agriculteurs aussi pourront justement avoir cela à temps. Quand on sait que de façon zonale, la répartition même en termes de pluviométrie n'est pas la même. Il y en a qui font le labour plutôt que d'autres. Bien sûr. Voilà, donc... il y a certains qui ont déjà enregistré pratiquement leur première pluie.
Pour ne pas dire que Ouagadougou a déjà même enregistré sa première pluie, même si ce n'est pas une seule pluie qui permet de commencer à s'aimer. Et que ce n'est pas également une zone cultivable. C'est ça, bien sûr. Voilà. Donc, je pense que ça également, il faut prendre cela en compte pour que, on va dire, la répartition des intrants puisse se faire dans l'équité et l'égalité. Voilà. Et je parlais tantôt aussi du matériel. Je pense que là aussi, c'est important que l'on puisse en tout cas doter les agriculteurs de matériel surtout adéquat pour que on puisse, un temps soit peu, résoudre la question de la crise alimentaire que l'on connaît et qu'il ne faut pas ignorer. Voilà. Dernier point sur lequel je souhaiterais en tout cas revenir, c'est les mécanismes qui sont mis en place en termes de points d'urgence face à un certain nombre de choses. On n'oublie pas, et cela même a été rappelé par le département de tutelle, donc le département de l'agriculture, que le Burkina Faso en 2008 était classé comme étant le premier producteur et exportateur de coton. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, on n'est plus dans ce rang-là. Et ce n'est pas justement gai. Et c'est pratiquement la même chose pour bon nombre de productions. Voilà, bon nombre de produits agricoles. Et ce qu'il faut poser comme question, c'est qu'est-ce qui est mis en place comme plan, comme stratégie, pour que on puisse garder quand même le cap, même si on n'atteint pas toujours la tête pour ce qui est du rang, mais que l'on puisse justement garder le cap. Je pense que là-dessus, les acteurs, pour ce qui est en tout cas du secteur agricole, devront s'appesantir davantage pour aider d'abord les agriculteurs, mais aussi permettre qu'au niveau gouvernemental, on puisse avoir en tout cas, si vous voulez, une stratégie d'urgence qui va permettre que on ne se limite pas seulement à atteindre l'aide venant de l'extérieur. Je pense que ça, c'est important. Et là-dessus, comme je dis, on attend de voir ce que nos autorités vont justement nous servir comme information là-dessus. C'est rassurant hein, quand on écoute un peu ton compte rendu. Et j'avoue que quand j'ai écouté aussi les comptes rendus dans les médias hier, je me suis dit c'est rassurant. Concernant notamment les intrants, on nous dit que ça est là en quantité et en qualité. C'est justement les mots employés par le nouveau ministre de l'agriculture. Maintenant, il y a à peu près un mois de cela, ou plus que ça hein, pratiquement, quand on a suivi l'actualité, qu'on a vu cette sortie donc de la CPF, la Confédération paysanne du Faso, les agriculteurs, les paysans qui parlaient notamment d'intrants qui arrivaient tard. Et je pense qu'à l'époque, hein, en ce moment, je les avais reçus sur ce plateau, ils ont dit que dans les 45 jours à venir, ils avaient nécessairement besoin d'intrants pour justement commencer vite, parce que sinon, la crise sécuritaire qui sévit au Burkina Faso, la crise alimentaire du moins qui sévit au Burkina Faso pourrait être pire l'année prochaine, la saison agricole ou la campagne agricole prochaine. Et il parlait de 45 jours. Donc, quand je fais mes calculs, on est pratiquement dans ces 45 jours. Tout à fait. Oui. Donc, et si aujourd'hui, c'est hier que le ministre parle d'intrants de qualité, de quantité, de quoi, et alors que c'est pas encore, ça veut dire que ce n'est pas encore distribué, est-ce qu'après on est dans le délai? J'ai bien envie d'écouter la CPF pour voir si eux, ça les arrange que jusqu'à présent, on n'est pas partagé en fait ces intrants. Bien entendu, je suis pertinemment d'accord avec toi et voilà pourquoi justement j'en fais un sujet d'échange sur ce plateau. Et là-dessus, véritablement, je pense que les acteurs doivent véritablement s'appesantir sur la question. De plus en plus, et je l'ai dit, ceux qui pratiquaient l'agriculture aujourd'hui ne pratiquent plus l'agriculture. Donc, le potentiel d'agriculteurs que nous avions même est en deçà de ce qu'on a. La crise sécuritaire oblige. Donc, c'est sûr que peut-être probablement même dans la distribution, on va distribuer et il va en rester. Mais le problème, c'est qu'il faut distribuer plus tôt. Ça, c'est un autre aspect. On va distribuer, ça va en rester. Et à côté de cela, s'il faut distribuer, que jusqu'à présent on n'a pas distribué, ça je ne le sais pas, il faut la confirmation. Il faut que dès maintenant, ils puissent, comme je dis, avoir une stratégie d'urgence. Et la stratégie d'urgence, c'est de voir justement dans la foulée où c'est nécessaire d'envoyer très urgemment les intrants pour que les agriculteurs puissent les utiliser. Bien sûr. J'espère qu'on va passer vite ces procédures administratives là pour pouvoir aller rapidement sur le terrain afin qu'on mange mieux. On espère manger mieux l'année prochaine ou en tout cas les récoltes prochaines. Pour la campagne agricole prochaine. On espère bien. Alors Rachid, on termine par un sujet pas gai du tout parce qu'on parle encore d'attaque. Tu l'as dit plusieurs fois sur ce plateau, on ne souhaite pas en parler tout le temps, mais c'est l'actualité, il faut bien qu'on en parle. Et là, c'est la frontière Bénin-Burkina où il y a eu attaque.
C'est bien cela, un sujet triste encore et malheureusement toujours l'insécurité. Voilà. Ce qu'on a pu avoir en tout cas comme information à ce sujet, c'est que 5 soldats ont perdu la vie au niveau justement du parc de la Pendjari qui est partagé de façon frontalière avec, entre le Burkina et le Bénin. L'attaque a eu lieu le lundi dernier et a fait, on va dire également, des blessés. Ce n'est guère, on va dire, reluisant d'en parler dans la mesure où pratiquement la veille de l'attaque, il y a eu des aménagements au niveau du gouvernement sur la question sécuritaire. On a pu apprendre que le gouvernement avait, même avant tout cela, annoncé une dotation en matériel pour ce qui est en tout cas des forces armées béninoises dans le sens de la lutte contre le terrorisme. Mais bon, sur le terrain, on voit que apparemment les choses sont en train pratiquement de patienter, d'aller en latence. Et cela justement n'est guère reluisant parce qu'on n'oublie pas que le 8 et 10 février dernier, il y avait eu également une attaque qui avait même, on va dire, fait 9 victimes. Et je pense que c'est l'attaque qui avait fait le plus grand nombre de victimes, 9 victimes, dont un instructeur français. Là-dessus, après, on va dire, cet épisode-là, on a appris justement que au niveau du gouvernement, il avait été nommé un nouveau chef d'état-major. Et c'était pratiquement même, on va dire, la veille de l'attaque. Au jour d'aujourd'hui, la situation semble en tout cas confuse puisqu'il n'y a pas de communiqué officiel, voilà, qui fasse le point général. Voilà, on attend de voir ce que les autorités béninoises vont justement nous dire là-dessus. L'autre pan, puisque le temps qui nous est donné est très compté, c'est, on va dire, ce groupuscule d'États-là qui réunit le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Togo. Je vais parler de l'initiative d'Accra, qui est un mécanisme de sécurité qui est censé apporter des réponses à la lutte contre, on va dire, l'insécurité notoire, notamment en lien avec le terrorisme, qui, dans la pratique, ne semble pas être opérant. Voilà. Là-dessus, on se pose vraiment beaucoup de questions. Chaque fois, il y a des regroupements, des groupuscules, mais en termes d'efficacité, ça ne donne pas de voir que sur le terrain, il y a des résultats palpables. Donc, je pense que ces pays-là sont appelés à revoir en tout cas les choses pour que, au maximum, en tout cas pour ce qui est au niveau des frontières, quand même, la souveraineté des États soit préservée. Voilà. Merci à toi, Rachid. Merci bien, Abzeta, et bonne suite d'émission. Reste avec nous en attendant, nous allons découvrir les couleurs du temps de quelques villes d'affaires. La société IP+ vous offre la météo des affaires.
Météo des affaires vous a été offerte par la société IP+, le numéro 1 du haut débit. Et vous le savez, chaque jour à cette émission, nous vous proposons un entretien dans la rubrique Invité du jour, virgule, et on revient. Aujourd'hui, nous recevons pour vous l'honorable Roland Bayala, porte-parole de la COPABF, la coalition des patriotes africains du Burkina Faso. Si j'ai dit honorable, c'est bien sûr parce qu'il est député à l'ALT, l'Assemblée législative de la transition. Monsieur Bayala, bonjour. Bonjour à vous. Ou devrais-je dire honorable Bayala? De toute façon, au niveau de l'Assemblée législative de la transition, vous avez proscrit un peu l'appellation honorable. D'abord, merci pour une opportunité encore de plus que vous nous offrez d'être sur votre plateau sur Savane. Alors, franchement, c'est un plaisir de toujours être avec Savane, aux côtés de Savane, pour partager effectivement cette lutte que nous avons depuis un certain temps. Effectivement, c'est cette lutte-là qui nous a permis d'être à l'Assemblée législative de la transition aujourd'hui. Mais il faut dire que ce sont des détails. Voilà, être appelé honorable ou pas, bon, nous n'avons même pas fait cas de ça là-bas. Bon, comme vous le savez, la presse aussi a son écho qui a un peu fait parler de la chose. Sinon, en réalité, ce débat est venu, ça a été une proposition à l'ALT. Et comme ce n'était pas à l'ordre du jour, nous avons clairement dit que nous ne sommes pas là-bas pour ces genres de pseudonymes ou appellations. Ce n'est pas ça qui importe le plus. Voilà, qu'on soit appelé député ou pas, ou honorable ou pas, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que le peuple burkinabé attend de nous. Donc très rapidement, nous avons balayé d'un revers de la main ce genre d'appellation et de considération. Alors, tout compte fait, vous êtes député à l'Assemblée législative de la transition, il faut le rappeler. Comment on se sent en tant que nouveau député? Bon, il faut dire effectivement que c'est en même temps un fardeau, mais aussi une fierté d'être là pour le peuple burkinabé, d'être là pour une cause bien précise, et celle de lutter de concert avec les nouvelles autorités pour mettre fin très rapidement à l'île terroriste. Mais aussi un fardeau aussi parce que quand on regarde derrière nous, on se dit que si nous sommes là-bas, c'est pour un objectif bien précis et tout le peuple burkinabé nous regarde. Et c'est à cet effet que nous pensons que nous n'avons pas droit à l'erreur et que nous devons jour et nuit être là au front pour le peuple burkinabé. Donc je pense que l'un dans l'autre, ce pourquoi nous sommes là-bas, nous avons intérêt à ce que cela soit vraiment une bonne chose. Et on se demande, vous, en tant que député issu de la société civile, quel sera votre grand combat au niveau de l'ALT? Bon, dès les premiers moments, dès les premières assises, nous avons été clairs. Et pas seulement moi, il y a effectivement d'autres camarades de la société civile qui se sont fait entendre. Si nous sommes là-bas, nous avons dit c'est sous le joug de la société civile. C'est parce qu'en étant dans la société civile, il y a un certain nombre de choses que nous avons dénoncées. Et nous pensions que c'est une tribune à laquelle il faut qu'on aille effectivement de façon officielle nous prononcer et montrer aux yeux du monde que le peuple burkinabé attend plus. Et c'est pour ça que nous avons accepté effectivement aller à l'ALT. Et en tant que toujours élément venant de la société civile, nous comptons défendre les idéaux pour lesquels nous sommes là-bas. Voilà, donc ce n'est pas parce qu'on est député. Et le titre de député même en réalité, c'est un titre qui ne nous fait pas grâce en réalité. Voilà. Nous continuons toujours à notre niveau de nous appeler camarades parce que nous pensons que la lutte ne fait que commencer. En étant à l'ALT, la lutte ne fait que commencer. Et lorsqu'un député prend la parole et pour une cause, et la chose est mieux entendue que quand on était dans la société civile. Parce que des gens avaient tendance à dire, bon, ceux-là, laissez-les, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Mais aujourd'hui, en tant que député,
je pense que l'écho sera plus favorable au niveau international et dans les plus profondeurs du Burkina Faso. Maintenant, en tant que député, autorité aujourd'hui, est-ce qu'on peut aussi allier toujours ce côté combatif, ce côté contre? Est-ce qu'on peut toujours aller dans ce sens-là quand on est autorité aujourd'hui? Bien sûr. Bien sûr, je pense que les gens n'ont pas compris l'expression autorité. Parce qu'être autorité n'est pas forcément aller s'allier à un pouvoir et puis dire que bon, tout ce que le pouvoir dit ou tout ce que le gouvernement dit, c'est un béni oui-oui. Non, les gens n'ont pas en réalité compris. Je pense que si nos politiciens de par le passé avaient compris cela, on n'en serait pas là. Voilà, un député est à l'Assemblée, effectivement, pour contrôler l'action gouvernementale. Et contrôler, ça veut dire quoi? Les lois, les propositions de loi qui viendront, et tout ce qui viendra comme loi de la part des autorités et du gouvernement, il sied que l'Assemblée législative puisse avoir un regard là-dessus et se prononcer de façon claire et sincère, mais surtout en étant du côté du peuple. Parce que si nous sommes là-bas, c'est pour le peuple. Voilà, c'est pour le peuple. Donc, tout ce qui doit passer par l'Assemblée, il faut d'abord qu'on puisse regarder. Est-ce que la chose arrange? Est-ce que ça favorise le peuple? Si ça ne favorise pas le peuple, nous allons toujours et toujours nous opposer à cela. Et ça ne va pas changer. Et nous n'allons pas seulement rester dans les 4 murs, à travers les 4 murs de l'Assemblée, pour dire que nous allons nous asseoir et regarder ce qui se passe. C'est maintenant que nous allons rentrer même dans les profondeurs du Burkina Faso et continuer avec le bâton des pèlerins, de critiquer, dénoncer et aussi de proposer des solutions, et mais encore de sensibiliser la population sur ce que nous sommes en train de vivre et le chemin que nous avons pris pour le bonheur du Burkinabé. Et bien sûr, parlant de l'Assemblée législative de la transition, on va parler de l'Assemblée nationale, puisque c'était l'appellation, sous notamment Bala Sakandé. Alors, l'institution aujourd'hui est sous audit, parce que c'est un audit commandé par l'ASELC, qui a décidé de faire des audits. Ce n'est pas sur l'Assemblée nationale seulement, c'est sur d'autres institutions. On a parlé de la présidence du Faso, le Premier ministère, l'Assemblée nationale pour commencer, mais une centaine d'autres structures également. Comment vous analysez cette démarche de l'ASELC d'auditer ces institutions? D'abord, moi, je tire mon chapeau à l'ASELC. Parce que je pense qu'on les a rencontrés, ils sont venus à l'ALT la dernière fois, nous avons échangé, ils nous ont expliqué ce pourquoi ils ont entrepris ce genre de démarches. Vous savez, aujourd'hui, le Burkinabé a perdu confiance en ses autorités. Le peuple burkinabé n'a plus foi parce que, en regardant quelques années derrière nous, c'est avec tout ce qu'on a comme, comment on appelle ça, corruption et autres, comme détournement et autres, aujourd'hui, le peuple burkinabé, en réalité, n'a plus confiance. Et cette structure est la bienvenue pour faire des audits. On ne peut pas dire que nous sommes là pour un peuple. On gère, on travaille pour le peuple. Et une fois que nous sommes au pouvoir, quelques années plus tard, on voit de l'enrichissement, on ne sait pas d'où ça vient. Cet argent-là, il faut quand même pouvoir le justifier. Il faut justifier ses biens. Voilà pourquoi dès l'entame de notre comment on appelle ça, législature, il y a eu la SLC qui est venue nous dire, bon, vous d'abord, il faut faire une déclaration de patrimoine et dans un délai d'1 mois, tel que prescrit par la charte de la transition. Voilà. Et donc, nous avons trouvé cela salutaire parce que le fait de dire au peuple burkinabé que voilà, en rentrant à l'Assemblée, voilà ce que j'avais. Lorsque j'ai fini la mission pour laquelle vous m'avez mis là-bas, voilà ce que j'ai. Si j'ai pu acheter ça, on voit maintenant, on fait la part des choses. Est-ce que ce que tu as eu comme bien là, est-ce que c'est sur la base du salaire que tu as reçu que tu as pu avoir cela? Et là, c'est clair. Et quand c'est comme ça, ça permet à la population aussi d'avoir confiance à ceux qui la gouvernent. Je pense que c'est ce qui doit se faire. Et maintenant, le fait d'aller auditer aussi les autres et l'Assemblée passée, je pense que c'est juste et puis c'est normal. Parce que c'est tout ça, en fait, qui a contribué à ce que les gens sortent. Il y a eu la question du terrorisme, c'est vrai, mais il y a eu aussi une corruption grandissante et béate qui a quand même frustré plus d'un des Burkinabés. Et aujourd'hui, qu'on puisse passer tout cela sous silence. Quand j'écoute des micro-trottoirs où des gens disent que oui, effectivement, c'est notre argent, c'est l'argent du contribuable, les militaires ne doivent pas se mêler à ça, ils n'ont qu'à gérer la question du terrorisme. Mais ce qu'on oublie, c'est que cette question du terrorisme-là, il y a eu entre-temps de l'argent qui était destiné aux militaires pour qu'on puisse les alimenter. Ce n'est pas parti. On a refusé d'alimenter. Il y a eu entre-temps des avions qui devaient être qui devaient servir à travailler dans le cadre du terrorisme. Ces avions-là, on sait ce qu'il en est.
Il y a eu également des chars qu'on a commandés. Et tout ça, ça a été effectivement un handicap qui a permis d'enraciner encore le terrorisme au Burkina Faso. Donc, pour un gouvernement qui se veut sérieux, quand tu viens, il faut demander, là où tu t'es assis, qu'est-ce qui s'est passé d'abord? Parce qu'on fait la passation. Dans tous les services, on fait la passation. C'est comme une sorte de passation de service aussi. Donc, demander aux gens de dire ce qu'ils ont géré et ce qu'ils ont eu comme bien au départ et à la fin, je pense que ce n'est pas quand même trop demandé à des gens. Mais ça permet aussi aux militaires de travailler et aussi pour dire que ce n'est pas seulement à leur niveau, au niveau des civils et au niveau de ceux qui ont géré, mais au niveau aussi des militaires, il faut que l'audit aussi soit effectivement une réalité. Voilà, donc que ça puisse concerner tout le Burkina Faso. Et c'est prévu d'ailleurs pour l'armée également, puisque les ministères de la Défense et de la Sécurité sont concernés. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous êtes, pour vous, c'est nécessaire et c'est important, et puis vous approuvez ces audits-là, ça veut dire qu'après votre gestion aussi, il faut vous attendre mais aussi à être audité. C'est clair. Voilà, on ne peut pas venir s'asseoir et puis prendre l'argent du contribuable, faire ce qu'on veut avec, ça c'est pas normal. Voilà, on le dit, même si c'est nous qui le faisons, il faut qu'à la fin on puisse rendre compte. Et c'est ça la bonne gestion. Et je pense que si on va dans ce sens, tous ceux qui vont venir auront cela en tête et ça va permettre aux gens quand même de faire attention avec l'argent du contribuable. Autre question d'actualité, M. Bayala, on va s'intéresser maintenant au verdict dans l'affaire Thomas Sankara, un verdict qui est tombé, qui a fait beaucoup de bruit. Les principaux accusés comme Blaise Compaoré, Hassen Kafando et Gilbert Djindjéré écopent d'une prison à perpétuité, donc une prison à vie. Alors, aujourd'hui, c'est une peine qui est vraiment appréciée diversement par l'opinion. Vous, quel est votre avis ? D'abord, moi, je salue tous ceux qui ont participé au procès. Je parle des avocats et des juges et autres qui ont permis enfin que ce procès-là, qui était un procès emblématique pour lequel tous les Burkinabés sont sortis il y a de ces années, et puisse avoir son aboutissement. Ça, c'est déjà quelque chose qu'il faut saluer au sein de la justice burkinabé. Parce que les gens n'avaient plus confiance en cette institution en disant qu'un dossier, on s'était sûr que ce dossier allait traîner. Mais aujourd'hui, Dieu merci, le procès est arrivé à terme. Mais aussi, le verdict, comme on le sait, moi, au risque de ne pas trop m'immiscer dans le verdict des juges, et je pense que c'est la justice qui a rendu son verdict. Et ce qui s'est passé il y a plus de 27 ans en arrière, et je pense que les Burkinabés, nous avons suivi avec attention. Nous avons effectivement été meurtris par l'assassinat moche du président Thomas Sankara, qui était pour nous une voix, qui est d'ailleurs pour nous, au niveau de la COPABF, le président d'honneur. Voilà. Nous avons dit que notre président d'honneur est le président Thomas Sankara. Parce que c'est une référence. Et aujourd'hui, le fait que le procès puisse donner son verdict, je pense que c'est une chose à saluer. Maintenant, ça c'est clair qu'on ne pouvait pas, tout le monde ne pouvait pas accepter cela. Voilà, parce qu'il y a des camps, des différents camps, et ces camps-là allaient se faire entendre. Mais je pense que quand c'est comme ça, il y a encore à faire appel. S'ils veulent faire appel, qu'ils fassent appel selon les lois de notre nation. Voilà, je pense qu'il n'y en a pas à débattre beaucoup de ça, parce que c'est la justice qui s'est faite ici, et la justice a rendu son verdict. Maintenant, on va parler au porte-parole de la COPABF. Il faut rappeler que vous êtes par ailleurs porte-parole de la coalition des patriotes africains du Burkina Faso. Vous étiez face à la presse, donc c'était ce week-end, pour aviser notamment sur des rumeurs sur l'installation d'une base militaire à Solé. C'est dans la province du Loroum. Alors, qu'en est-il exactement ? Bon, en réalité, effectivement, ça a été une rumeur. Et à la conférence de presse, nous avons attiré en fait l'attention du gouvernement et des autorités en disant effectivement que ces rumeurs-là, nous prions pour ne pas que ces rumeurs soient une réalité. Parce que si la COPABF est à l'Assemblée, c'est effectivement contre ces bases militaires, l'implantation de ces bases militaires-là, parce que nous prônons le souverainisme au sein de nos États. Nous sommes capables, nous aussi, à travers nos bases militaires, si ces bases sont bien outillées, de pouvoir venir à bout de leaders terroristes. Aujourd'hui, qu'on puisse entendre de part et d'autre qu'il y a Barkhane qui s'installe à Solé. Et c'était pour nous l'occasion aussi de toucher un peu les autorités pour leur dire « Hey, faites attention ». Il ne faut pas que cela soit une réalité. Mais ça reste au stade de rumeurs. Et je pense que les gens ont démenti cette rumeur-là de part et d'autre. Et c'est aussi une manière aussi de dire aux autorités de ne pas dormir, de ne pas somnoler. Parce que la chose pour laquelle nous sommes tous là aujourd'hui, c'est pour travailler à mettre fin au terrorisme et la population attend beaucoup.
Maintenant, s'il faut mettre fin au terrorisme et aller en même temps implanter une base que les gens ont refusée depuis un certain temps, je pense que c'est quand même contradictoire. Voilà, donc c'est pour ça qu'en partie nous sommes sortis pour interpeller. C'était juste une interpellation parce que nous avons entendu des rumeurs. Voilà, aujourd'hui, la dynamique dans laquelle on se trouve, c'est une diversification de nos relations. Effectivement, et je suis d'accord, parfaitement d'accord avec le gouvernement allant dans cette optique pour dire effectivement qu'il ne faut pas s'attarder sur une seule entité pour dire que sans cela, non, on ne doit pas. Il faut forcément que cela y vienne pour que nous, on puisse être contents. Je pense qu'aujourd'hui, le Burkina Faso est un pays souverain. Là où nous n'allons pas accepter, c'est ce côté français-là. On sait que la COPABF a toujours dit non à la France, bon, non en tout cas à la politique française selon vous, surtout à l'apport militaire ou à l'aide militaire française. Concrètement, pourquoi vous êtes sceptique? Pourquoi vous rejetez? Bon, vous voyez que nous avons fait quand même, nous sommes remontés depuis les années de nos indépendances et peut-être même bien avant ça. Et en faisant le recul, nous avons eu pour seul partenaire la France. Et depuis lors, quand on regarde les pays francophones et les pays anglophones, on se rend compte que, en réalité, la coopération avec la France, si ça avait été une coopération franche, aujourd'hui, on n'en serait pas là. On ne peut pas comprendre que des gens qui sont plus développés que nous, en termes militaires, en termes de logistique, en termes de renseignement, etc., ils ont quand même des moyens assez sophistiqués pour pouvoir nous aider à pouvoir faire face lorsqu'on a un problème. Et nous sommes allés vers cette coopération-là de façon franche et de façon ouverte. Voilà, parce que nous croyons qu'effectivement cette France, aux côtés de qui on est allé lutter pendant la guerre mondiale, les guerres mondiales étaient vraiment un pays ami et frère. Mais malheureusement, au fil du temps, cette génération s'est rendue compte que la génération passée a été dupée. A été dupée sur tous les plans. Quand on prend le plan économique, on a vu effectivement que la France n'a pas été sincère en mettant sur notre dos cette monnaie coloniale-là, qui a travaillé à travers ces devises et autres-là, qui a travaillé à nous enfoncer de jour et nuit. Et aujourd'hui, quand on apprend ce que le franc CFA est comme handicap chez nous, ça nous fait beaucoup mal. Donc ça a été un aspect. Quand on apprend aussi que au niveau tout ce qui est comme renseignement, tout ce qui est comme formation, nos militaires avant allaient là-bas pour se former. Mais aujourd'hui, si cette France qui est outillée, qui a travaillé à former nos premiers militaires, nos premiers officiers, et on se rend compte que sur le terrain, nous sommes face à les terroristes et ces officiers-là n'arrivent pas effectivement à faire face, à développer des stratégies à même de pouvoir permettre aux gens de faire face au terrorisme. On se pose des questions entre l'enseignant et puis l'élève. Si l'élève, ça ne va pas, il ne faut pas seulement taper l'élève, mais il faut se demander est-ce que l'enseignant a fait bien son travail. C'est cette analyse que nous avons faite au niveau de la France. L'autre aspect aussi, au côté des logistiques, la France fait partie des 5 États les plus puissants en matière de renseignement et de logistique au monde. Mais ce que nous ne comprenons pas, nous sommes face à l'hydre terroriste. Et chaque jour, ce sont nos populations qui sont endeuillées. Et on dit que nous avons des partenariats avec cette France. Si nous avons réellement des partenariats et si nous sommes des pays alliés, on n'a pas besoin, lorsque la case de ton voisin brûle, on n'a pas besoin de t'appeler. Tu sais que si ça brûle, tu dois venir l'aider. Et encore si c'est un ami, un pays ami. Et jusqu'à aujourd'hui, on a pensé que la France pouvait, à travers ses moyens logistiques, nous accompagner. Malheureusement, ça n'a pas été le cas et le terrorisme n'a fait que s'enraciner. Ensuite, il y a aussi ce qu'on appelle des appels d'offres. Nous avons des matières premières ici en Afrique, et c'est au Burkina Faso. Et ces matières premières, nous avons l'impression que tout est géré encore par cette France-là. Et partout, ce sont des carburants, des stations qui poussent un peu partout. En fait, en réalité, même nos opérateurs économiques n'ont même pas cette possibilité de pouvoir avoir les marchés comme ils veulent. Et quand on veut un marché, il suffit simplement que cette France-là puisse claquer le bout du doigt et c'est là. Et donc, je parle sous la réserve des 11 accords secrets qui sont un peu partout aujourd'hui. Donc, vous voyez que c'est tout cela qui nous a amené à dire qu'aujourd'hui, cette puissance n'a jamais été sincère avec nous. Elle n'a jamais été sincère avec nous. Pourquoi continuer d'aller avec cette puissance-là? Il faut qu'elle comprenne qu'il y a une génération qui est passée. La génération qu'elle a travaillé à Corom, qu'elle a travaillé à Avilir. Cette génération est passée. C'est une nouvelle génération qui est la même que la génération française, qui est la même que la génération américaine et qui comprend les enjeux qui se posent à elle aujourd'hui. Donc c'est là, nous avons pris le bâton des pèlerins, nous avons dit nous n'allons pas accepter encore. Nous n'allons plus accepter cette coopération parce que c'est des faux types. Alors Roland Bayala, est-ce que sur le plan militaire, notamment la lutte contre le terrorisme, vers qui le Burkina doit se tourner?
comme partenaire militaire. J'ai été vraiment content lorsque le gouvernement, le Premier ministre, à travers donc la feuille de route du gouvernement, du président, a dit clairement qu'il partait vers la diversification. Parce que quand il a prononcé cela, j'ai été de ceux-là qui se sont levés, qui lui ont posé la question, qu'il clarifie effectivement cette position de diversification. Et quand il est revenu après, sa réponse, effectivement, a satisfait plus d'un, en disant que le Burkina Faso est un pays souverain. Le Burkina est souverain et il reste la priorité et la primauté au Burkina Faso de choisir ses coopérations, vers qui on peut aller pour travailler. Aujourd'hui, en expliquant les choses de façon simple, nous avons besoin de renseignements fiables. Au monde, il y a des pays qui sont en avance par rapport à ces renseignements. Nous avons besoin de logistique, c'est-à-dire je vais parler des armes, je vais parler des chars, etc. Nous avons des pays aussi qui sont vraiment avancés dedans. Nous avons besoin également comment on appelle ça, d'avions et autres. Il y a des pays. Aujourd'hui, le Burkina Faso verra dans ces différents pays-là vers qui partir et travailler rapidement, tisser ces relations et quitte à ce qu'on puisse acheter facilement ce matériel-là. Maintenant, cette coopération, en disant la diversification des coopérations, il y a aussi effectivement la France qui est là-bas. Voilà. Il y a aussi la France qui est là-bas, à qui on n'a pas encore dit non. Non, moi je pense qu'il faut qu'on travaille toujours à stopper cela. Je pense que c'est une des choses pour lesquelles nous sommes sortis et que le gouvernement doit travailler à mettre de côté cette France et travailler avec les autres puissances, d'autres partenaires sincères et sérieux. Parce que pour nous, jusqu'à preuve du contraire, la France n'est pas sérieuse. À l'heure actuelle, oui, et ce que nous refusons, c'est aussi de dire qu'il faut forcément aller avec une seule puissance. Voilà, parce qu'aller avec une seule puissance reviendrait à aller dans le passé avec une seule puissance comme la France. Vous vous rappelez, vous savez que si on avait effectivement travaillé depuis lors, peut-être avec la France, depuis les années 60, avec la France, mais avec d'autres partenaires privilégiés, aujourd'hui on n'en serait pas là. Si la France ne travaille pas bien, on la met de côté puis on travaille avec les autres. Mais c'est parce qu'on a travaillé à être avec elle seule qu'aujourd'hui on a le problème. Et si on travaille à être avec une seule puissance, on risque aussi demain d'être dans la même chose et d'être esclave de cette puissance. Aujourd'hui nous sommes souverains, il faut qu'on sache où on veut partir, il faut qu'on voit qu'est-ce qui nous arrange au niveau de cette coopération et on va vers qui de façon libre. Parce que nous sommes un gouvernement de transition et on n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Et pour certains observateurs, la transition justement burkinabé est plus passive que des transitions comme la transition au Mali ou en Guinée. Effectivement, nous-mêmes, ça nous a posé des problèmes en constatant que les autres pays comme le Mali ont eu des sanctions et le Burkina Faso non. Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il n'y a pas eu un deal? Mais en termes de bras de fer aussi, le Mali est plus voilà, donc effectivement, j'allais en venir. Effectivement, lorsque nous avons posé le problème même au président du Faso, on a posé le problème de façon directe. Nous lui avons demandé est-ce qu'il n'y a pas eu un deal en bas entre les autorités? Non, en réalité, il faut comprendre les choses aussi d'une certaine manière. Si le Burkina Faso se lève aujourd'hui, dit qu'il veut faire le bras de fer à 100%, est-ce que c'est sûr que nous allons nous en sortir? Il y a l'interrogation qui est là. Mais nous lui avons dit qu'il y a le peuple aussi qui est derrière. Il dit oui, le peuple qui est derrière là, est-ce que le peuple comprend effectivement les différents enjeux? Est-ce que c'est tout le monde qui comprend les différents enjeux qui sont à l'intérieur? Il dit oui, ça c'est une réalité, mais il faut qu'on fonce. Avec le peuple, on ne perd jamais. Et c'est ce que nous lui avons dit. Donc ici, c'est une réalité que si on s'amuse aussi, on n'est pas rusé, on n'est pas intelligent dans nos différentes démarches, on peut effectivement très rapidement casser cette transition et puis mettre qui on veut. Mais allons de façon sûre, mais de façon certaine. Mais ce que nous n'allons pas accepter effectivement, c'est qu'on ne puisse pas travailler avec les pays alliés. Il y a des pays qui sont des pays comme le Mali, il y a des pays comme le Niger, etc. Bien sûr, quand on va mettre Bazoum de côté, il y a ces pays-là qui sont là. Voilà. Et il faut qu'on travaille effectivement avec ces pays et pour que, au finish, on puisse avoir un bloc serré. Le Burkina, le Mali, le Niger, le Tchad, la Côte d'Ivoire, etc. Pour aussi former un groupe solide comme les Américains l'ont fait à travers les États-Unis d'Amérique, à travers les Européens l'ont fait avec l'Union européenne, que les Africains aussi fassent cela. Donc, je vous le disais sur un des plateaux, que l'objectif de la COPABF est que, effectivement, à long terme, que nous puissions créer ce cadre à cette union des peuples africains pour pouvoir également faire face. Tiken Jah Fakoly l'a dit, quand nous serons unis, ça va faire mal. Et nous comptons effectivement à ce que nous puissions être unis, mais très vite aussi. Et ce qu'on peut considérer aussi comme ruse du gouvernement burkinabé, c'est le fait de demander à la CEDEAO aujourd'hui une aide humanitaire et une aide pour lutter contre le terrorisme. Voilà, effectivement, elle est prête, cette CEDEAO est prête à taper du poing sur la table, à taper avec le bâton.
mais elle n'est pas prête à accompagner les autorités, les populations à lutter contre le terrorisme. Moi, je pense qu'en disant ça à la CEDEAO, c'est de mettre la CEDEAO face à ses responsabilités régaliennes. Aujourd'hui, si vous êtes là, vous avez une force qu'on appelle les Comores. Et cette force-là est là. Mais pourquoi, depuis qu'on entend qu'il y a le terrorisme dans ces différents pays, la CEDEAO ne déploie pas d'aide, que ce soit d'aide humanitaire ou même en logistique? Pourquoi? Les soldats de la CEDEAO sont là. Mais ils sont où? C'est tout simplement parce que du côté financement, la CEDEAO tient sa bourse de la France. Si la France dit « je ne donne pas de l'argent », ça ne veut pas partir. Vous avez vu l'exemple du président Macron qui est sorti entre-temps, tourné dans les pays européens pour faire la campagne aux côtés du G5 Sahel en disant qu'il faut soutenir le G5 Sahel, on a besoin de combien de milliards. Est-ce que c'est à Macron de le faire? Nous avons des pays, nous avons des présidents qui ont des têtes. Macron n'a pas deux têtes. Il n'a pas deux têtes à ce que je sache. Donc nos présidents aussi doivent travailler à cela. Mais cette CEDEAO qui est là, quand il s'agit de mettre les choses de façon claire, là où on l'attend, elle n'est pas là-bas. Là où le peuple l'attend, elle n'est pas là-bas. Mais c'est là où la France l'attend qu'elle se positionne en premier. Non, nous pensons que quand même, ça a été effectivement une ruse de la part de nos autorités, de notre gouvernement. La CEDEAO qui attend toujours un chronogramme clair de la transition burkinabé. C'est vrai qu'on parle aujourd'hui de 3 ans de transition, mais pour la CEDEAO, il faut dire concrètement ce qui va se passer et puis certainement parler des élections, donner un programme pour les élections. Vous savez, nous ne sommes même pas dans cette optique, nous ne sommes même pas dans cette logique de la CEDEAO qui elle n'a qu'à faire son bruit, elle continuera de faire son bruit. Nous allons continuer de faire ce que le peuple burkinabé fait. Je pense que c'est comme ça. Les autorités burkinabées n'ont pas le choix que de faire ce que le peuple fait et non ce que la CEDEAO veut. Et je pense que le président Damiba l'a bien compris et il est dans cette optique. Il a dit clairement, voilà, ça a été le fruit des assises. Ce sont les peuples, les représentants qui se sont assis de divers horizons, qui sont assis et qui ont décidé des 3 ans. Ce n'est pas lui qui allait dire prenez 3 ans. Et maintenant, les 3 ans aussi, c'est conformément à quelque chose. Il y a le terrorisme qui est là. Il y a aussi les partenariats qu'on va tisser à même de pouvoir amener du matériel pour lutter efficacement. Il y a aussi ce qu'il a commencé à faire, les différents audits. Donc c'est un truc, il veut toiletter le Burkina Faso. Il veut laver le Burkina Faso et remettre le Burkina Faso aux politiciens après les 3 ans. Il n'est pas venu pour faire autre chose. Et si je pense que ça se fait comme ça, la CEDEAO doit comprendre. Et si elle ne peut pas comprendre, qu'elle aille créer sa CEDEAO ailleurs. Et nous serons prêts au moment venu de demander à nos autorités, au gouvernement de quitter la CEDEAO si elle ne respecte pas ce que le peuple burkinabé veut. Et là, on est intransigeant là-dessus. Voilà. Roland Bayala, pour revenir aux activités de la COPABF, vous avez lancé une tournée de sensibilisation et de mobilisation. De quoi s'agit-il exactement? Ça a déjà débuté? Comment ça se passe sur le terrain? Ok, effectivement, nous avons commencé des tournées de sensibilisation parce que nous avons dit que la lutte contre le terrorisme n'est pas seulement une lutte où il faut prendre des armes à 100% pour lutter. Parce que, comme vous le savez, il y a des zones où ce sont des Burkinabés qui tuent des Burkinabés. Ça, c'est clair. Voilà, il y a des statistiques qui le prouvent clairement. Et si des Burkinabés arrivent à prendre des armes contre les Burkinabés, c'est qu'il y a quelque chose à la base qui se fait, il y a des problèmes à la base. Donc nous avons dit, le rôle aussi d'une société civile n'est pas de critiquer, n'est pas de passer son temps à faire des conférences de presse, n'est pas aussi de sortir faire des marches. Mais le rôle aussi d'une société civile est de rentrer à la base, travailler à sensibiliser la population. Comme nous sommes un mouvement panafricain et souverainiste, à travers cette tournée, quand nous passons dans les différents secteurs de Ouagadougou, du Burkina Faso, nous attirons l'attention des populations. Il y a effectivement des films que nous projetons. Il y a un film effectivement de notre leader Thomas Sankara, de ses preuves qu'il a eues à son actif quand il était là, et aussi d'autres panafricains du monde qui ont fait des films et qui ont des documentaires, et sur lesquels documentaires on se base, on projette ces documentaires, juste après cela, 45 minutes, après on fait des débats. Et les débats, la population s'exprime de façon libre. Chacun prend la parole et demande des explications. Et nous travaillons à leur donner l'explication et aussi à donner la feuille de route du gouvernement pour expliquer voilà ce que le gouvernement compte faire pour que le terrorisme puisse venir à bout. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir au Burkina Faso. Et même l'aspect même des feux tricolores que les gens passent le temps à brûler. Quand je venais ce matin, malheureusement sur le pont, j'ai rencontré les sapeurs-pompiers qui sont venus pour secourir des gens pour des accidents. Il y a tout ça qu'il faut travailler à sensibiliser, à montrer à la population que c'est nous qui sommes au début et c'est nous qui sommes à la fin. Donc il faut que nous-mêmes aussi on soit responsables d'un certain nombre de choses dans la société. Est-ce que c'est une autorité aujourd'hui qui demande à quelqu'un de venir brûler le feu? Non. Ça quand même c'est de notre responsabilité. Est-ce que c'est une autorité qui demande à quelqu'un de pouvoir voler quelque chose et puis faire ceci et cela, ou de ne pas avoir pitié de son frère? Moi par exemple quand je suis en circulation,
je vois un ami et un frère, par exemple, qui est en circulation. En fait, ça me fait la peine de voir quelqu'un marcher qui me demande de m'arrêter pour pouvoir le pousser un peu et je refuse. Ça me fait de la peine. Et donc, c'est tout cela là, qui montre que le Burkinabé doit se réconcilier et doit être quand même, doit se mettre ensemble. Et c'est cela que nous sommes en train de faire au niveau des différentes bases, quitte à remonter maintenant au niveau national. Et quel est le public cible de cette tournée? C'est tout le monde. Tout le monde. On prend par exemple un secteur. Quand on arrive dans un arrondissement, il y a un lieu public bien distinct qui est là. Et nous avons déjà des points focaux qui sont là-bas, qui travaillent à donner l'information à la population. Bien sûr, nous voyons les chefs de quartier et les chefs de village. Nous leur expliquons un peu les choses. Et maintenant, nous venons le soir et nous passons, la population sort, que ce soit les femmes. Et ce qui même m'a marqué un peu, c'est à Sonré la dernière fois, où j'ai vu des enfants et des femmes, des mères de famille, qui sont sortis et suivre. Elles étaient tellement contentes de voir Thomas Sankara et de voir ce qu'il a fait au Burkina. Franchement, c'est bien. Donc, c'est tout le monde en réalité. Alors, notre temps est terminé. Rapidement, pour votre dernière activité, on sait que vous avez une activité à venir que vous organisez avec le mouvement Sauvons le Burkina. Et puis, bien sûr, vous avez d'autres invités qui viennent du Mali. Effectivement, nous avons, comme nous l'avons annoncé une fois lors d'une de nos conférences de presse, et nous avons entrepris effectivement une grande assemblée générale qui sera sous forme de conférence publique à Jean-Pierre Guingané et qui va connaître effectivement la présence effective de certains panafricanistes du Niger, de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, du Mali et d'autres horizons qui viendront effectivement communier avec la jeunesse burkinabé, la population burkinabé autour des idéaux panafricanistes et qui vont effectivement travailler à accompagner les nouvelles autorités dans leur élan. Voilà, donc je pense que c'est le 16 qui vont démarrer pour venir. Le 16, ah d'accord. C'est pour quel jour la conférence? Ce n'est pas encore bien indiqué. Okay. Et nous ferons une conférence de presse pour indiquer tous ces détails-là. Voilà, donc ils seront de la partie et je pense qu'ensemble on pourra encore continuer à aider, à accompagner les autorités et non toujours à les fustiger et à dire que non, c'est pas bon, c'est pas bon. Nous allons les accompagner. Même si elles veulent, nous allons les accompagner. Elles ne veulent pas, nous allons les accompagner. Parce que le peuple burkinabé, c'est nous tous. Merci à vous. Merci à Savane encore et que Dieu permette effectivement que votre chaîne puisse aller au-delà de vos attentes. Amen. Et que ça puisse servir le peuple à la base. Merci à vous. Merci, merci bien. Alors, nous recevions pour vous, honorable Roland Bayala. Rappelons qu'il est député à l'ALT, l'Assemblée législative de la transition. Il est par ailleurs porte-parole du moins de la COPABF, la coalition des patriotes africains du Burkina Faso. C'est ici qu'on s'arrête pour l'entretien de ce jour. Et pour accompagner notre invité, nous allons marquer une petite pause musicale et on retrouve d'autres invités après. Double back. Brass band featuring Emilio. Si tu veux danser, faut pas te fatiguer, il faut danser. Si tu veux bouger, faut pas te fatiguer, il faut bouger. Tu n'y vas faire que bouger, bouger. I wanna tell you, put in the rest. When I for you, follow my waist. I wanna like you for my rest. Baby, come to dance your dodo. Si tu veux danser, faut pas te fatiguer, il faut danser. Si tu veux bouger, faut pas te fatiguer, il faut bouger. Baby, come in and shake it in my round. Ram pam pam around. Oh yeah, baby, come in and move it in my round.
Si tu veux danser, faut pas te fatiguer, il faut danser. Si tu veux bouger, faut pas te fatiguer, il faut bouger. Nigeria, Lagos, Oya, Ghana, Waga, Abidjan, Lomé, baby girl for dancer. I'm flying. Fucking that's my name's the Raspberry. À présent, nous allons faire un clin d'œil à Patrick Gampené et c'est à travers, bien sûr, Langue Fourchue. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Langue Fourchue. Les délégués du peuple, comme le dirait notre verbeux ex-ministre de la Culture, Sango, sont enfin assis. Ils ont même eu droit à leur premier contact en recevant le gouvernement de Doc Alberto de la Restauration qui est venu leur exposer la feuille de route de son équipe. Si la désignation de ces représentants du peuple à l'Assemblée législative de transition a fait couler beaucoup d'encre et de salive, il n'en demeure pas moins que leur rang et qualité laissent plus d'un perplexe. De vieilles coquilles de la politique burkinabé qui, pour certaines, peinaient à émerger, aux commerçants en passant par les élèves ayant durement et longuement usé leur fond de culotte sur les bancs, tout y passe. Si le président Damiba, dans le souci de donner une large représentativité au peuple, a opté pour une assemblée resserrée en se réservant bien entendu la désignation d'un certain nombre, le choix porté sur ce vieil élève étonne et fait sourire plus d'un. Il n'aurait pas fallu longtemps après le dévoilement de la liste de nos députés de transition pour que les réseaux sociaux se lâchent sur cet honorable élève député. En effet, de par son âge, pendant que ceux qui seraient nés la même année que lui sont pour les plus studieux et les plus chanceux inscrits dans nos universités et autres grandes écoles, on remarquera que monsieur affiche encore élève. D'où est-ce que Damiba est allé sortir ce tonton élève, se pose-t-on la question. Si ces interventions devraient être à l'image de son parcours scolaire, nos futures lois transitionnelles auront de belles gueules. Bref, hormis cette note scolaire, on se demande comment et pourquoi le dernier premier sinistre du Beaublais s'est retrouvé dans cette soupe. Comme s'il n'y avait pas assez de jeunes politiciens dans son parti à même de bien le représenter, Papi saute les deux pieds joints dans la marmite. Mais ne lui jetons pas l'anathème. Lui qui a certainement des militants mais pas assez valeureux à ses yeux peut encore se le permettre par rapport à cet autre qui fait sa politique autrement et presque tout seul dans son coin. En attendant, et comme je le disais lors d'une précédente émission, ce ne sont pas les OSC aux yeux rebondissants au moindre bruit de cuillère qui sont en marge, eux qui ont une belle représentativité dans cette nouvelle auguste assemblée. Si tant est que la première apparition de nos représentants s'apparentait beaucoup plus à des questions du gouvernement à la représentation nationale, on remarquera qu'il y a eu de bons et fructueux débats, notamment sur comment doit-on appeler cet échantillon de Burkinabé devant légiférer pendant la transition. Mais honorablement, ces députés sans mandat électif gagneraient à se concentrer sur les questions essentielles de la nation plutôt que de nous servir un divertissement dont nous nous passerions volontiers. Le professeur Toini a du pain sur la planche. Les jeux sont faits, rien ne va plus. Et du reste, comme le disait ce vieux loup de la politique burkinabé, Luc Adolphe Tchao, il ne faut pas remuer la plaie dans le couteau. Allez, à bientôt pour une autre Langue Fourchue. À vendredi, Patrick, parce que c'est le rendez-vous avec nous pour une autre Langue Fourchue. Maintenant, nous allons retrouver Olivier Caboret pour Question de droit.
Il est bien installé sur ce plateau dans son bleu noir. Olivier, bonjour. Bonjour Abzeta. Comment ça va? Oui, ça va bien. Wow, tu as le style ce matin. Ah, merci bien. Et comme tous les jours d'ailleurs. Alors Olivier, aujourd'hui, on parle donc de ce thème coups et blessures volontaires. Oui, tout à fait. Alors, un thème intéressant, nous allons faire vraiment le tour de ce thème-là. Déjà, pour commencer, dans quel contexte on parle de coups et blessures volontaires? Alors, il faut savoir que quand une personne pose volontairement un acte qui porte atteinte à l'intégrité physique d'une personne, on peut parler de coups et blessures volontaires. Ça veut dire que dans un état de droit, le monopole de la violence est réservé à l'État, qui lui-même, pour l'utiliser, est obligé d'observer un certain nombre de conditions. Donc, dans nos relations avec les semblables, ou si vous voulez, dans nos relations de tous les jours, on n'a pas le droit d'utiliser la violence contre les autres. D'accord. Voilà. On n'a pas le droit de porter la main sur les autres, quelles qu'en soient les raisons, parce que l'État a mis en place un dispositif qui nous permet quand même, quand il y a un souci dans nos relations, de pouvoir gérer devant la justice. Et si vous faites fi de ce dispositif-là et que vous portez la main sur les autres pour régler vos différends, ou si vous pensez que frapper les gens à tout bout de champ ou blesser les gens montre que vous êtes un homme, vous pouvez Rencontrer la justice répondre de vos sur actes. votre chemin. D'accord. Tout à fait. Olivier, et comme pour prendre un exemple, est-ce que ce que Will Smith a fait à Chris Rock, on peut considérer ça comme coup et blessure volontaire? Alors, ok, par rapport à cette question, j'avoue que les gens sont un peu partagés parce qu'on se dit que les raisons sont valables. Je dis bien, c'est l'opinion la plus majoritaire. Les gens pensent que c'était raisonnable et la raison était vraiment valable. Voilà. Mais il faut savoir que, quelles qu'en soient les raisons, la violence sur les autres est vraiment à proscrire. Voilà. Quand vous utilisez les coups sur quelqu'un, même si vous avez raison, et après cette personne pourra vous poursuivre. J'ai pour habitude de dire que souvent on a raison, mais à travers nos comportements ou à travers notre façon d'agir, on se crée d'autres problèmes. Voilà. Sinon, l'analyse juridique dit que si Chris Rock pose plainte ou porte plainte. D'ailleurs, il a refusé de porter plainte. Mais s'il avait porté plainte, on allait tout de suite mettre Will Smith aux arrêts. Voilà. Bon, en fait, c'est un peu aussi quand on parle de coups et blessures. Parce que quand nous, on entend coups et blessures, on entend vraiment frapper plusieurs coups. On ne savait pas qu'une seule gifle, une petite gifle comme ça pouvait être considérée comme coup et blessure. Tout à fait. Pour rebondir sur la question, en réalité, il faut savoir que la violence des coups peut plutôt être une raison pour aggraver la sanction. Mais le fait que le coup ne soit pas violent ne peut pas être une raison pour que l'infraction ne soit pas constituée. Ici, c'est l'intention qui compte. Voilà. Il avait l'intention de gifler, il a giflé. Et pour un peu rebondir aussi, vous savez, nous, on a rencontré des cas où quelqu'un a juste poussé une personne et après, c'est devenu autre chose. Voilà. On te pousse et après, il y a des problèmes au dos qui créent des paralysies définitives ou parfois temporaire. Donc, du coup, c'est pas la violence du coup. D'accord. Voilà, c'est vrai, on dit coup. C'est pas la force du coup. On dit ça peut être un petit coup, mais. On dit coup et blessure. Mais bon, parfois, on n'a pas besoin d'être blessé. Ou du moins, la blessure peut être interne, au fait. Voilà. Est-ce qu'on peut poursuivre une personne pour coup et blessure volontaire n'ayant pas entraîné notamment de graves blessures? Tout à fait. C'est la question à laquelle je répondais tout à l'heure. Effectivement, comme vous l'avez dit, ici, ce n'est pas la violence du coup qui compte. Voilà. Quand vous levez la main sur quelqu'un, déjà l'intention même de frapper quelqu'un peut
vous créez des problèmes. Voilà. Et si déjà vos coups causent à la personne une incapacité totale de travail, on peut, par rapport à la gravité de l'action, vous sanctionner. Voilà. Sinon, qu'il y ait des blessures apparentes ou pas, parce que comme je l'ai dit tantôt, la blessure peut être interne. Oui, vous pouvez gifler quelqu'un, une petite gifle, et après il a des problèmes au tympan. Là, vous dites quoi? Et c'est au médecin qui délivre le certificat médical, qui fait les consultations nécessaires et détermine les préjudices que votre coup a apporté, ou du moins a créé, a occasionné à la personne que vous avez giflé. Voilà. Donc du coup, il faut pas vous cacher derrière votre coup qui n'est pas fort pour dire qu'on ne peut pas vous poursuivre. Non, ici c'est l'intention qui compte. Est-ce que on peut aussi sanctionner une femme qui lève la main sur son mari ou sur une autre personne? Alors, il faut savoir qu'effectivement, quand on parle de violence conjugale, déjà dans la tête des gens, de façon caricaturée, on voit un monsieur qui frappe sa femme. Et dans la majeure partie du temps, c'est vrai. Voilà. Mais la loi est une disposition générale et impersonnelle. Et elle touche tout le monde. Si une femme est violente contre son mari peut bel et bien la poursuivre. Si une femme lève la main ou occasionne des sévices corporels à un homme ou à une autre femme, on peut bel et bien la poursuivre. Donc ici, le genre n'est pas important, que ce soit un homme ou une femme. Si vous portez atteinte à l'intégrité physique d'une personne, alors on peut bel et bien vous poursuivre. Donc si vous me donnez une gifle ici, je peux bel et bien vous poursuivre. Ne t'en fais pas, Olivier, ça ne risque pas d'arriver. Et ça, pas je le sais. Je suis tout sauf violente. Tout à fait. Alors, Olivier, c'est vrai que, pour ouvrir une parenthèse, on sait qu'il y a l'association des hommes battus, donc oui, il y a des hommes qui se font battre par leurs femmes. C'est une réalité, même s'il n'y en a pas assez. Alors, Olivier, est-ce que si vous avez un animal, vous promenez avec votre chien, par exemple, et que vous l'incitez à mordre ou à attaquer une personne, est-ce qu'on peut vous poursuivre pour ça? Alors, à ce niveau, il faut comprendre que les coups et blessures ne nécessitent pas que le contact soit direct entre l'auteur de la victime, entre l'auteur de l'infraction et la victime. Voilà. Donc, si vous utilisez un objet ou si vous utilisez votre animal de compagnie, on peut bel et bien retenir les coups et blessures volontaires contre vous. Par exemple, quand vous incitez votre chien à mordre quelqu'un ou quand vous incitez votre animal de compagnie à foncer sur quelqu'un et qu'après il y a des préjudices corporels qui se présentent, on peut bel et bien vous poursuivre pour coups et blessures. C'est vrai, certaines personnes se cachent derrière leurs animaux et on dit que non, c'est pas moi qui l'ai touché, voilà, c'est l'animal. Non, quand vous incitez l'animal à mordre ou à attaquer quelqu'un, on peut bel et bien vous poursuivre pour coups et blessures. Parce que ici, à ce niveau, la nécessité du contact direct n'est pas obligatoire. Voilà, même si vous ne portez pas la main directement sur la personne, la victime, on peut vous poursuivre. Ça, c'est bien. C'est bien de préciser. Et une personne aussi qui utilise la violence pour stopper notamment une infraction flagrante, est-ce que cette personne peut être poursuivie pour coups et blessures? Alors, dans notre législation, en cas de flagrant délit, la loi fait obligation à toute personne pouvant faire cesser l'infraction d'agir. Voilà, ça veut dire que si nous sommes dans la rue et que quelqu'un arrache par exemple le sac de quelqu'un, voilà, si on peut intercepter la personne, on doit le faire. Si on peut faire cesser l'infraction, on doit le faire. Et si on interpelle la personne, on a l'obligation de présenter cette personne devant les autorités compétentes. Je dis bien, on a l'obligation de présenter cette personne devant les autorités compétentes. Et en ce moment, par exemple, si au moment d'intercepter la personne, il y a
des tractations violentes entre vous, vous pouvez utiliser la force pour arrêter la personne. Et même si vous blessez la personne en ce moment, bon, de façon raisonnable, la personne ne pourra pas vous poursuivre après pour coups et blessures volontaires. Par contre, si le délinquant ou si le voleur qui arrache le sac porte la main sur vous, vous pouvez le poursuivre pour coups et blessures volontaires. Mais si c'est vous qui portez la main sur lui, lui, on ne va pas lui permettre quand même de vous poursuivre pour coups et blessures volontaires. Voilà. D'accord. Mais si dans le cas où une personne vous agresse directement et que vous utilisez des moyens à votre disposition pour justement riposter, vous défendre, est-ce qu'on peut vous poursuivre aussi pour coups et blessures? Alors, je disais que l'usage de la violence est proscrit. Mais la loi, quand elle donne un principe, il y a toujours des exceptions. Et là, vous venez de toucher le cas de la légitime défense. Voilà, quand une personne vous agresse, on vous donne la possibilité de pouvoir quand même vous défendre. Et c'est pour ça qu'on dit légitime défense. Pas légitime attaque, mais légitime défense. Aussi, c'est pas légitime assassinat. J'explique pourquoi je dis ça. Et en cas de légitime défense, déjà, il faut que votre réaction, votre riposte, votre acte de défense là soit immédiat. Si quelqu'un tente de vous frapper tout de suite, vous pouvez réagir automatiquement. Mais il ne faut pas laisser la personne vous taper, tourner le dos ou partir. Vous courez rentrer à la maison, vous prenez une machette et vous revenez pour faire la bagarre. Non, ça, ce n'est pas de la légitime défense. Au contraire, vous devenez en ce moment l'agresseur. Mais quand on dit que corps à corps, on ne peut pas tenir. Oui, même quand corps à corps, vous ne pouvez pas tenir, l'objectif, c'est de vous défendre. Et si l'agression n'est plus actuelle, vous ne pouvez plus vous défendre. Vous attaquez maintenant. Et une autre spécificité, c'est que pendant un cas de légitime défense, vous avez parlé tout de suite de la relation des forces. Mais il faut savoir qu'en cas de légitime défense, la riposte doit être proportionnée à l'attaque. D'accord. Voilà, ça veut dire que quand on vous gifle, vous ne pouvez pas faire sortir votre arme et puis tirer sur la personne. Ou vous ne pouvez pas courir, comme je l'ai dit tantôt. Aller chercher une machette. C'est pas possible. D'accord. Voilà. Olivier, on me signale que le temps est presque terminé. Maintenant, comment on peut porter plainte aussi pour coups et blessures volontaires? Alors, si une personne vous gifle ou si une personne porte atteinte à votre intégrité physique. Bon, je dis gifle pour prendre un exemple. Voilà, il faut juste vous rendre au commissariat ou à la gendarmerie et en ce moment, vous pouvez porter plainte en toute simplicité. Vous pouvez aussi, si à ce niveau ça traîne ou si vous voulez, vous pouvez aller directement porter plainte en justice devant le procureur et il va se charger de poursuivre. Est-ce qu'on peut être dédommagé si on arrive à avoir raison de quelqu'un qui a porté des coups ou des blessures volontaires sur vous? Alors, toute personne qui cause préjudice à autrui doit réparer. Donc, si une personne vous frappe et qu'après, par exemple, ça vous a porté préjudice, vous pouvez bel et bien vous constituer partie civile et demander à ce qu'on vous dédommage. D'accord. Oui, ça, c'est la logique même. C'est possible. Oui, c'est possible. Est-ce qu'on peut avoir une idée des sanctions pour finir? Alors, pour les coups et blessures, figurez-vous que vous pouvez écoper d'une peine pouvant aller jusqu'à la prison à vie. Oui, parce que si de vos coups et blessures volontaires, la personne décède par exemple, ou il y a une mutilation de la personne par exemple, on peut alourdir la sanction et vous condamner à une peine très très lourde. Parfois c'est des actes qu'on se dit banal, mais après ça peut être très dangereux pour vous. Voilà. Donc ici, ce que le juge regarde généralement pour condamner, c'est l'incapacité totale de travail. C'est comme les conséquences de vos coups et blessures sur la personne. Tout à fait. Par exemple, quand vous portez la main sur vos ascendants directs ou quand vous portez la main, si vous voulez, sur vos parents. Voilà, la loi est plus sévère en ce moment contre vous. On n'a pas le droit de frapper ses parents quand même. Voilà. Merci bien, Olivier. Merci. On se retrouvera un autre mercredi
dit. Et à vous, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, le rendez-vous est pris demain quand il va sonner 7h30 chez vous, mais également chez nous. Portez-vous bien et surtout, prenez soin des uns et des autres. On se dit à demain. Cuss.